Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Ravi que vous écoutiez 7 sur 7, votre podcast quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 26 novembre et votre podcast du jour est animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Z sur 7. Hier marquait la journée internationale des violences faites aux femmes. Plusieurs formes de violences restent invisibilisées comme les violences économiques. Elles sont reconnues par la loi comme violences conjugales depuis 2023 et peuvent prendre plusieurs formes comme l'explique Morgane Kubicki, porte-parole de Financité. Dans certains cas, la personne n'a même pas son propre compte bancaire. Un accord a été trouvé à la COP29. À partir de 2035, les pays développés devront déployer un budget de 300 milliards d'euros par an aux pays qui souffrent du changement climatique. Un budget bien inférieur aux chiffres demandés par les pays du Sud, de quoi se demander si le climat est toujours au centre des discussions en Europe. Réponse de Abel El Gamal, professeur en géopolitique de l'énergie à l'ULB. Les actions devront absolument aussi concourir à restaurer la compétitivité de l'économie européenne. Restez à l'écoute pour vos analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Les violences économiques faites aux femmes sont peu médiatisées. Pourtant, ce sont des violences conjugales. Un sondage de la Ligue des familles mené en 2022 montre que 47% des parents, principalement des femmes, ne perçoivent pas la pension alimentaire due. Un chiffre qui a quasi doublé en 8 ans. Morgane Kubicki, porte-parole de Financité, décrit les différentes formes des violences économiques. Donc il y a le cas le plus perceptible, c'est par exemple une maman solo qui ne perçoit pas les pensions alimentaires qui lui sont dues. Ça, c'est quelque chose qui est très évident. Il y a des choses plus insidieuses, par exemple le fait que l'un rembourse un crédit et que l'autre s'occupe des dépenses quotidiennes, qui est une violence économique. Et puis, il y a des cas beaucoup plus graves où il y a une prise de contrôle totale des finances. Notamment, dans certains cas, la personne n'a même pas son propre compte bancaire. Dans une enquête réalisée par l'Institut de sondage IFOP, un quart des femmes disent ne pas avoir accès à un compte bancaire, alors que 32% d'entre elles n'ont pas d'autres ressources que celles de leur conjoint. Ces violences prennent de l'ampleur médiatiquement et politiquement. Pour la première fois, depuis 2023, les violences économiques sont reconnues en tant que violences conjugales par la loi. Financité et Morgane Kubicki appellent à des initiatives au niveau du secteur bancaire. Il y a des initiatives qui ont été mises en place, de l'initiative du secteur financier, donc c'est possible. Par exemple, le fait de pouvoir ouvrir un compte gratuit pendant 1 ou 2 ans avec possibilité de découvert et surtout qui n'est pas lié au domicile familial. Une évolution du SECAL, le service des créances alimentaires, est évoqué comme une solution. Il permet de récupérer les pensions alimentaires en cas de séparation ou de divorce. Cependant, ce service reste méconnu et difficile d'accès. Z sur 7 à la une. Les pays développés doivent débloquer un budget de 300 milliards de dollars par an à partir de 2035 pour financer l'action climat dans les pays en développement. C'est l'accord convenu par les pays membres à la COP29. Pourtant, ce montant est insuffisant. Les pays du Sud réclamaient 1 300 milliards de dollars. Abel El Gamal, professeur de géopolitique de l'énergie à l'ULB, analyse ce budget. Ces 300 milliards sont un mix qui n'est pas encore bien terminé, mais qui comprendrait donc à la fois des dons, mais aussi des prêts. Et donc ça, c'est quand même très discutable parce que ça donne l'impression aussi que les pays du Nord prennent le climat comme étant un business case, en fait. Voilà. Et troisièmement, aussi des apports d'investissement privé, donc de l'industrie, qui sont évidemment hautement spéculatifs puisqu'ils ne sont pas prédictibles. Donc, il y a beaucoup de frustration. Une frustration des pays du Sud qui amène à se demander si le climat est encore une priorité pour l'Europe. Le climat reste incontestablement une priorité pour l'Europe, mais il a pris quand même une dimension différente. On le sent d'ailleurs très bien dans le nouveau mandat de Ursula von der Leyen. Le climat reste une priorité, mais les actions devront absolument aussi concourir à restaurer la compétitivité de l'économie européenne.
Z sur 7 à la une. Ce lundi, des dizaines de producteurs bruxellois et wallons, répondant aux critères Good Food d'alimentation durable, se sont réunis dans le hall central de la gare maritime de Tour et Taxi. Ils participent à un immense speed dating organisé par Hub Brussels, Visit Brussels et Bruxelles Environnement. Joke de Rieder, qui fait partie de l'organisation Bruxelles Environnement, présente le concept. Ce sont des vendeurs belges avec des produits good food comme des fromages, des pains, on a des grossistes, beaucoup de boissons, des transformateurs. Et ils sont ici pour rencontrer les acheteurs bruxellois, les cantines, les restos, les hôtels, épiceries de Bruxelles qui veulent s'approvisionner avec des produits good food. De plus en plus d'entrepreneurs se lancent dans l'alimentation durable. Les structures d'accompagnement comme Food Up les aident à développer leurs projets avec pour dernière étape pitcher leur projet devant un parterre de professionnels. Élodie Bouscara, cofondatrice de Food Up. C'est un programme qui consiste en plusieurs accompagnements. Donc il y a un accompagnement collectif avec une vingtaine de modules pour passer de l'idée au produit. Ça comprend la conceptualisation, les tests microbiologiques, les allergènes, le concept de recette, le marketing, la communication, la marque et la commercialisation. 13 startups ont sauté le pas. Pendant 6 mois, l'incubateur les a accompagnés à Bruxelles et en Wallonie en offrant des services tels que le coaching individuel et l'accès à des cuisines professionnelles. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert en bourse vient analyser le cours des marchés. Les marchés boursiers poursuivent leur mouvement de reprise, notamment suite à la perspective des politiques économiques qui seront mises en place par Donald Trump. On parle beaucoup de l'impact sur l'économie européenne, mais il y a également un impact sur l'économie chinoise. Éric Joly, de la banque ABN AMRO, revient sur le casting du gouvernement de Donald Trump et ses politiques en matière de taxes douanières. Le point de départ, ce sont bien évidemment ces 60% droits de douane. Maintenant, je pense qu'en réalité, on verra qu'il y aura des exceptions. Je peux m'imaginer qu'à certains moments, que l'on constate que pour des produits où la concurrence avec les produits américains est moins importante, qu'à ce moment-là, les droits de douane soient inférieurs par rapport à ces 60%. Je pense que l'on peut partir et prendre comme hypothèse de départ qu'en moyenne, les droits de douane s'élèveront à 45%. Les Chinois sont devenus incontournables en matière de métaux rares. L'exploitation minière a été considérée, elle est toujours d'ailleurs en Europe, comme étant très polluant. Et donc, les Chinois se sont rués sur les business. Ils ont acheté énormément de mines en Europe et à travers le reste du monde, sans oublier que les Chinois détiennent chez eux aussi pas mal de métaux rares. Et ces métaux rares sont nécessaires pour à peu près tout ce que l'Union européenne veut réaliser. Si l'on veut réaliser la transition de notre industrie vers une industrie plus verte, on en a besoin. Qu'il s'agisse de la production d'éoliennes, qu'il s'agisse de production de drones, de satellites, on en a besoin. Et surtout qu'il y a encore un rapport qui a été publié il n'y a pas tellement longtemps par l'Agence internationale de l'énergie qui stipule que la demande des métaux rares pourrait être multipliée par 4, voire 5, peut-être même par 6 d'ici l'an 2040. La tech au quotidien. Les journalistes de Trends Tendance épinglent une idée technologique qui boostera votre productivité. Pour terminer cet épisode, Christophe Charlot, journaliste chez Trends Tendance, revient sur le nouvel assistant virtuel basé sur l'intelligence artificielle créé par la scale-up belge Sortlist. Pour commencer, pourquoi cet assistant virtuel est innovant ? Alors c'est un produit qui a été développé et mis en service par la scale-up belge Sortlist, qui est un petit peu le Tinder du marketing et du digital. Donc c'est une place de marché qui met en relation les entreprises qui cherchent des prestataires et ces mêmes prestataires. Et donc Sortlist a mis cette
assistant numérique qui est en fait une intelligence artificielle qui est conçue pour répondre à une problématique que peuvent rencontrer certaines entreprises, c'est évaluer rapidement les coûts d'un futur projet. Et donc, ce qui rend intéressant cet assistant, c'est qu'il s'appuie sur une base de données assez unique, comprenant, d'après Sortlist, 250 000 projets réalisés à travers plusieurs pays. Et grâce à ces données, il fournit une estimation budgétaire en seulement quelques secondes. C'est un bel usage, d'ailleurs un beau cas d'école en termes d'usage d'une base de données, de l'intelligence artificielle. Ce qui est vraiment spécifique, c'est que cet assistant est spécialisé. Donc que vous souhaitez lancer par exemple une campagne publicitaire sur TikTok, créer un site web ou créer une identité visuelle, il analyse en quelques questions vos besoins et vous donne un budget qui est à la fois réaliste et adapté au fait à votre secteur et à votre localisation. Deuxièmement, à qui cet outil s'adresse-t-il et quels problèmes résout-il ? Alors cet assistant s'adresse à toutes les entreprises, que ce soit des startups, des grandes multinationales, toutes des entreprises qui externalisent des tâches ou qui cherchent à estimer rapidement le coût d'un projet. Le problème que beaucoup rencontrent, c'est qu'ils ne savent pas combien un projet ou une idée qu'ils ont pourrait réellement coûter, surtout pour des services qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Et donc, ça résout un problème de flou qui peut mener à des retards ou à des décisions parfois mal informées. Et donc, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne vraiment comme un assistant. Vous lui décrivez naturellement le projet, en langage naturel. Il vous pose quelques questions supplémentaires précises et adaptées. D'ailleurs, c'est assez bluffant. J'ai fait le test. Vous lui dites, par exemple, que vous voulez créer un site transactionnel, un e-commerce. Il va vous demander si vous avez des idées spécifiques de ce que vous voulez intégrer, certaines fonctionnalités. Il vous demande où vous vous situez. C'est pas très long, c'est 4 ou 5 questions qui lui permettent d'un peu mieux cerner le projet. Vous entrez une adresse email et puis vous recevez une estimation budgétaire assez détaillée d'ailleurs avec plusieurs scénarios, un scénario faible, un scénario plus onéreux, du moins cher au plus cher, et il décortique aussi les différents gros postes du budget avec vraiment des montants qui sont indiqués, et il propose des conseils stratégiques aussi. Donc il donne quelques conseils et points d'attention. Donc il agit vraiment comme un consultant virtuel capable d'analyser au fait les détails d'un projet et de proposer ce budget. Ce qui est remarquable, c'est que elle se limite pas à donner des chiffres, elle prend en compte vraiment les spécificités du projet, du secteur et de la localisation. C'est assez bluffant et ça peut vraiment rendre des services, que vous soyez entrepreneur ou chef de projet. Ce petit outil devrait vous permettre de gagner du temps. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve demain pour plus d'analyses avec, en prime, Peter de Keyser qui analysera la situation économique de l'Allemagne. En attendant, restez à l'écoute de l'astuce en cybersécurité de la CCB. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Bienvenue à la Minute Cybersécurité. Je m'appelle Phedra. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est la fraude au CEO et comment vous pouvez éviter que votre entreprise en soit victime. La fraude au CEO est une forme d'escroquerie dans laquelle les cybercriminels se font passer pour un cadre supérieur et tentent d'inciter des employés à transférer rapidement de l'argent. Les escrocs se montrent très convaincants pour que leurs demandes paraissent crédibles et urgentes. Imaginez la situation suivante. Le service financier reçoit un email du CEO lui demandant de transférer d'urgence un montant important à un fournisseur. Sans réfléchir, l'employé effectue le paiement, mais l'argent disparaît entre les mains des criminels. Prévenir la fraude au CEO ? C'est possible. Vérifiez toujours les demandes de paiement urgentes. Mettez en place l'authentification à 2 facteurs et créez des procédures claires pour les paiements. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web atwork.cephoneweb.be. Restez vigilants et protégez votre organisation. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.